Bonjour à tous, merci Véronique pour le passage de parole. Alors moi je vais commencer par me présenter. Donc je suis Julie Trivier, je suis chargée de mission chez Via Compétences et je suis donc animatrice régionale sur la plateforme La Place. Donc dans cette seconde partie, comme l'a dit Véronique, on va aborder un aspect plus opérationnel à travers le témoignage de deux porteurs de projets qui sont donc financés dans le plan d'investissement dans les compétences. Et avant de leur donner la parole, il était important pour moi, je pense, de vous redonner quelques éléments de contexte, puisque André, vous avez cité tout à l'heure le PIC. Et donc je voulais réexpliquer ce qu'était le PIC et vous parler rapidement de la plateforme La Place. Alors, j'ai besoin du... Excusez-moi, je n'ai pas le slideshow. Voilà, merci. Donc le PIC, le plan d'investissement dans les compétences, son objectif c'est vraiment de former 2 millions de jeunes éloignés du marché du travail et de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés. Il a également pour objectif de permettre aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin et également préparer au métier de demain. Pour cela, 3 niveaux d'intervention, donc des actions nationales pour accompagner les publics les plus fragiles, des appels à projets nationaux pour innover et transformer l'appareil de formation, et une déclinaison donc, du plan d'investissement dans les compétences en pactes régionaux d'investissement dans les compétences. Et donc nous, dans notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes, le pacte est porté par Pôle emploi, par la DRETS et par le SGAR. Voilà. Et donc pour vraiment faciliter les échanges entre tous ces acteurs du plan d'investissement dans les compétences, le ministère du Travail a choisi de mettre en place un outil qui s'appelle La Place. Donc c'est une plateforme collaborative, qui est vraiment développée pour permettre aux acteurs du plan d'investissement dans les compétences d'échanger entre eux, de partager, de valoriser leurs projets, etc. etc. Elle s'adresse, donc, comme je viens de le dire, principalement aux lauréats des appels à projets du PIC, mais également à l'ensemble de tous les acteurs qui vont intervenir sur le plan d'investissement dans les compétences, également aux agents qui sont concernés, donc de la DGEFP, de la DRETS, de la région et de Pôle emploi, et bien sûr à l'ensemble des professionnels de l'emploi, de la formation et de l'insertion, puisque l'objectif, c'est vraiment au final de pouvoir capitaliser et essaimer sur toutes ces actions qui sont mises en œuvre dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Donc la place, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de communautés. Donc on a plusieurs types de communautés. Des communautés régionales, donc comme la communauté du pacte Auvergne-Rhône-Alpes dont je vais vous parler juste après et dont je suis l'animatrice. Des communautés nationales sur les appels à projets, donc nationaux, et des communautés plus thématiques autour par exemple de la FES, de la digitalisation, de la formation, etc. etc. Vous allez avoir le lien qui va vous être transmis dans le chat par nos modérateurs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur cet espace. Et donc pour terminer, notre communauté du pacte Auvergne-Rhône-Alpes, elle est vraiment orientée pour valoriser ces projets innovants qui sont portés dans le cadre du pacte régional. Et vous allez pouvoir y retrouver plusieurs types de choses. À la fois, vous pourrez découvrir les différents projets qui sont lauréats de l'appel à projet d'innovation du pacte. Donc cet appel à projet, ça s'intitule « Inspirer pour se former autrement demain ». Donc vous allez avoir des fiches projets, on a des webinaires qu'on organise régulièrement pour les présenter, on a des vidéos où on a les porteurs de projets qui viennent témoigner pour présenter leurs projets, et on a également des podcasts qui s'appellent Les Impactés, où là on va plutôt donner la parole aux bénéficiaires de ces expérimentations pour aussi avoir un peu leur retour en fait sur ces expérimentations qui sont menées. Donc, voilà, tout un tas de contenus, et le but final c'est vraiment de pouvoir capitaliser et s'aimer sur ces bonnes pratiques qui sont mises en œuvre
dans ces expérimentations. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de faire des webinaires bilan. Donc l'idée, c'est qu'on regroupe deux projets autour d'une thématique commune et voilà, qu'on les amène à échanger entre eux et à nous faire part des bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en œuvre pour capitaliser là-dessus dans le futur. Et bien évidemment, vous pourrez suivre l'actualité du PIC et du pacte en région. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur la place. Donc ce matin, je suis entourée de deux de nos porteurs de projets lauréats de l'appel à projets d'innovation du pacte Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tout d'abord, Rebecca Eugène, donc, qui est chef de projet pour le Pick Up Tour. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et Ludovic Picot, donc directeur du projet Des Saveurs et des Ailes. Bonjour Ludovic. Merci d'être avec nous ce matin. Donc André est toujours avec nous. Il sera là vraiment pour apporter un regard un peu plus large sur ces projets, voilà, pour nous apporter son regard d'expert. Donc chacun à votre tour, je vais vous demander voilà, de présenter votre projet, nous parler un petit peu de ses origines et après de nous faire part du bilan que vous faites de vos expérimentations. Et donc n'hésitez pas, on aura un petit temps également à la fin de chaque présentation pour répondre à des questions, donc posez-les dans le chat, nos modérateurs voilà, nous les feront remonter. Alors Rebecca, on va commencer par vous. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet ? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités pour cette webconférence, d'avoir invité le Pick Up Tour. Et puis je vais vous présenter donc, le projet. Donc c'est un bus itinérant. Alors excusez-moi. Voilà. C'est un bus itinérant qui intervient, itinérant et connecté, excusez-moi, qui intervient sur 5 villes du Nord-Isère. Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine, Bourgoin-Jallieu, L'Île-d'Abo et plus récemment la Verpillière. Nous proposons un accompagnement gratuit, sans rendez-vous, anonyme et personnalisé. Donc, pour ce faire, une chargée d'accompagnement et d'animation sociale et un chargé d'accompagnement socio-professionnel sont en charge d'accueillir le public au niveau du bus. L'accompagnement se fait donc de manière ponctuelle. Il n'y a pas d'obligation d'inscription, de suivi sur du long terme. Voilà. L'accueil informel en fait permet aussi à notre public d'être plus à l'aise dans l'expression de ses besoins au niveau du bus. Une fois que le ou les besoins sont exprimés à nos chargés d'accompagnement, l'objectif est d'apporter donc une réponse qui peut être apportée de deux manières. Donc, pour lever justement les freins à l'emploi, la réponse se fait à partir de nos propres compétences, mais aussi avec les compétences des acteurs qui existent déjà localement dans leur ville. Donc le Pick-up Tour n'est pas là pour remplacer les services publics et associatifs qui existent déjà sur le territoire. Hein. L'objectif, c'est vraiment de mutualiser les actions, donc nos actions et les actions des acteurs locaux pour augmenter l'efficacité de l'accompagnement et l'accès aussi aux services qui existent sur le territoire. Donc voilà, donc notre ambition, c'est vraiment de regagner la confiance des publics qui ne s'emparent plus ou qui ne s'emparent pas, alors ça on va le voir un peu plus tard, mais des dispositifs existants. Donc voilà, l'idée c'est de désenclaver, de proposer une solution différente à ce public-là. Et donc pour aller capter justement ce public, voilà, alors excusez-moi, j'ai eu un temps de retard pour la slide. Donc pour aller capter ce public-là,
Ça passe tout d'abord par notre idée d'aller vers avec le bus, au plus près de ces personnes. Ça passe par notre démarche aussi d'aller vers dans la rue, d'aller proposer nos services aux personnes, de présenter le pick-up par exemple aussi à des groupes de remobilisation par exemple, ou bien nous proposons aussi des animations ludiques, sportives, pour inviter les gens d'abord à y participer, et puis ensuite on espère grâce à ces animations, et puis ça a été prouvé aussi lors de nos précédentes animations, que du coup ces personnes-là osent venir exprimer leurs besoins sur le pick-up. Voilà. Parfait, merci. Alors je sais que vous êtes arrivé récemment sur le projet, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire, comment a germé l'idée du Pick-up Tour? Alors, donc c'est parti d'un diagnostic territorial qui révélait qu'une partie de la population ne s'emparait pas des dispositifs d'aide à l'inclusion sociale et professionnelle. Donc l'IFRA et Léo Lagrange ont décidé d'unir leurs compétences pour proposer donc une solution itinérante et innovante pour pallier à ce diagnostic. L'IFRA, donc organisme de formation du réseau de la Fédération Léo Lagrange, et Léo Lagrange, association d'éducation populaire qui intervient aussi sur le champ de l'animation. Ça a été aussi l'occasion pour l'organisme de formation de revoir les modalités de suivi et d'accompagnement, et vraiment de créer une synergie avec les partenaires locaux. Comme il a été présenté plus tôt, le projet répond à l'axe innovation du PIC, donc plan d'investissement dans les compétences. Et c'était vraiment répondre aux défis lancés par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et l'État, de réinventer des dispositifs d'accompagnement et de réinsertion par l'emploi et la formation. Voilà. Ok, donc l'expérimentation elle est toujours en cours, mais vous avez déjà commencé à faire un petit peu le bilan. Est-ce que vous pouvez nous faire part donc, de vos premières observations et donc des résultats obtenus après tous ces différents stops du Pick-up Tour, du bus dans les différents lieux? Bien sûr. Alors le Pick-up Tour, je change. Le Pick-up Tour, c'est 358 permanences déjà réalisées depuis le début du dispositif, donc en octobre 2021. C'est aussi 708 personnes qui ont été accueillies au niveau du bus et qui ont exprimé un besoin, des besoins très différents aussi. Et c'est un écosystème. C'est vraiment, on s'inscrit dans un écosystème entre le Pick-up Tour, les publics et les acteurs locaux, avec l'idée de utiliser tous les moyens qui existent sur le territoire pour accompagner au mieux. Donc le cadre informel nous complique la tâche dans la récolte des données quantitatives, mais on possède quand même des fiches d'accueil qu'on s'engage à remplir après chaque intervention. Donc c'est comme ça qu'on peut vous présenter aujourd'hui des données par rapport à notre public. Et donc il est assez complexe de modéliser un parcours type sur le Pick-up Tour. Le public est éclectique, les besoins le sont tout autant. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment une offre de service à 360 degrés pour justement lever les freins à l'emploi. On a observé un besoin d'accompagnement important au niveau des démarches administratives. Donc pour donner un exemple, démarche administrative, ça peut être l'aide à insérer une pièce jointe sur son espace
d'un service public, enfin sur son espace CAF, Amélie, ou bien l'aide pour demande d'échange de permis. Enfin, voilà, ça peut vraiment être divers et varié. Et puis l'emploi aussi représente quand même un pourcentage assez important dans notre accompagnement. Donc ça peut être la création de CV, de lettres de motivation ou la constitution de dossiers pour l'entrée en formation. Voilà. L'idée, c'est vraiment une personne vient à nous, on identifie le besoin et on apporte une réponse sur mesure, adaptée et vraiment voilà, sans engagement, sans pression derrière. On ne leur demande pas forcément de revenir, de remplir des informations par rapport à eux. Donc comme je l'avais dit, c'est vraiment anonyme. Et on a pu observer que ça aidait beaucoup de notre public à s'exprimer et à demander de l'aide. Ils osent beaucoup plus nous demander un accompagnement grâce à ce cadre informel. Et donc pour finir, le Pick-up Tour prendra fin le 31 décembre officiellement, mais nous souhaitons quand même voir le dispositif reconduit. Et donc on reste attentif aux appels à projets qui existent et aussi avec l'idée d'aller peut-être plus vers aussi les communes, plus vers les communes rurales. Ok, merci Rebecca pour ce témoignage. Alors André, est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous inspire ce projet ? Merci Rebecca. Alors, il y a plusieurs points qui me paraissent extrêmement intéressants dans la manière de concevoir le service. La première, il me semble qu'il y a la question de l'itinérance. L'itinérance, elle fonctionne. En fait. On savait qu'elle fonctionnait, mais elle fonctionne. C'est-à-dire le simple fait d'avoir une espèce de rituel localisé, ça me paraît extrêmement important. La deuxième chose, et là vous venez de le dire, c'est on engage le public s'il n'est pas engagé. C'est-à-dire que les conditions de contrainte du public sont des leviers de désengagement. Or, moins il y a de contraintes d'engagement, plus ils viennent. Et le fait qu'il n'y ait pas de suivi, qu'on puisse quasiment fabriquer instantanément une espèce de délibération immédiate de ce qu'il va pouvoir mettre à disposition, me paraît vraiment convenir à toute une partie du public. Troisième chose, vous n'avez pas développé, mais je trouve que c'est aussi un élément peut-être qui est central, c'est-à-dire que quand les gens ne sollicitent pas le service, la plupart du temps, c'est qu'ils sont potentiellement isolés. Or, il y a vraiment un vrai enjeu de retisser du lien. Et l'idée d'imaginer des animations dédiées sur le territoire me paraît aussi un vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire comment on remet de la communauté en fait, dans des gens. J'ai des gens qui sont complètement isolés, et ils sont isolés, un sentiment d'impuissance, c'est trop compliqué, c'est trop loin, etc. Donc vous rapprochez de tous ces gens-là. Donc il y a aussi un autre élément que je trouve très important, c'est-à-dire il y a une fonction qui nous paraît centrale aujourd'hui, c'est la fonction d'intermédiation. C'est trop compliqué pour un certain nombre de personnes de faire des choses tout seuls. Donc ils ont absolument besoin d'un facilitateur, d'un coup de main, mais qui n'est pas trop contraignant, c'est-à-dire qui n'impose pas trop de contraintes, etc. Et ça me paraît vraiment un sujet totalement central. Puis un dernier point, parce que j'avais regardé un peu les données avant, parce que je mène un travail sur la question de l'intermédiation sociale aujourd'hui, et on a aujourd'hui un vrai parasite, c'est les démarches administratives. La plupart des gens, en fait, plus c'est compliqué, moins ils font. Là, j'ai fini un article sur le sujet, d'ailleurs je vais vous citer. Parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est le premier obstacle. Que si c'est ouvrir son compte CPF, déjà on a planté Amélie, mettre une pièce jointe, etc. Donc je pense qu'on ne mesure pas suffisamment à quel point les contraintes de moyens deviennent des obstacles à l'engagement du public. Et du coup, s'ils sont bloqués sur les moyens, ils ne sont pas bloqués, ils n'arrivent pas à aller plus loin en termes de perspective. Et ça, vraiment, tous ces critères-là me paraissent vraiment précieux, et donc je souhaite que vous puissiez continuer.
Merci André. Rebecca, je voyais que vous vouliez réagir. Oui. Je ne me suis pas attardée sur les données, mais je trouvais ça important aussi de souligner que les personnes qui viennent nous voir, du coup, par rapport aux démarches administratives, à l'emploi, il y a un réel frein aussi au numérique qui est ressenti. Et donc, c'est aussi l'idée que nous, on est connecté, on a l'ordinateur et l'imprimante. Et donc, les gens viennent nous voir aussi pour ça. Alors, des fois, le frein est clairement annoncé à l'arrivée de la personne. Et parfois, ça passe sous une autre forme. Mais on voit quand même que, finalement, ce frein-là revient dans tous nos types d'accompagnement. Voilà. Alors, on va répondre à quelques questions qui sont arrivées sur le chat. Vous avez justement souligné le fait que ces personnes sont isolées. Et donc, la question de Karine, comment sont organisées les venues sur la commune? Et justement, quelle est la communication que vous faites autour de ça pour aller toucher ces personnes? Alors, la venue se fait par rapport aux élus, déjà. On vient présenter le dispositif aux élus et puis on présente surtout la plus-value qu'on peut avoir sur leur territoire. L'idée du coup de ce cadre informel que j'arrête pas de répéter mais qui est quand même très important là au sein du projet Pick-up et dans les initiatives autres. Donc voilà, on s'adresse d'abord donc aux élus et puis après c'est tout un travail moi en tant que chef de projet et puis nos chargés d'accompagnement d'aller vers les maisons des habitants, d'aller vers les maisons de quartier, associations de remobilisation, que ça soit aussi des IAE. On va à la rencontre de ces partenaires locaux. Et on voit comment on peut travailler ensemble. Parce que le but, c'est pas que de leur dire on existe, envoyez-nous des personnes parce qu'on peut les accompagner. C'est aussi de se dire on peut travailler ensemble, on peut faciliter la vie et l'inclusion sociale et professionnelle de ces personnes-là. Donc voilà, établir donc une sorte de plan d'action et puis des contacts directs. Quand on accueille quelqu'un sur le pick-up et que, par exemple, on n'a pas la réponse, parce qu'on ne s'invente pas des compétences. Quand on sait qu'un service sera plus adapté à répondre aux besoins de la personne, on va tout de suite le solliciter. Et donc, notre travail, c'est aussi de récupérer tous les contacts des partenaires et de mettre en lien. Voilà, d'accroître cet écosystème. Merci. Et donc une deuxième question, Sylvie nous demande comment participer à ces partenariats en tant qu'organisme de formation. Eh bien, en nous contactant, vous pouvez nous contacter. Je pense que dans le diaporama, on pourra mettre les infos. Mais donc, c'est d'abord nous contacter. On a une adresse mail globale qu'on pourra mettre dans le support ou dans le mail qui vous sera adressé, à laquelle du coup vous pouvez nous joindre et nous proposer une rencontre. Si on ne vous a toujours pas sollicité, c'est qu'on va sûrement le faire. Mais donc voilà. Et puis vous avez un site internet dédié si je ne me trompe pas. Oui. Vous nous rappeler l'adresse rapidement. Le pickuptour.fr. Voilà. Vous pouvez vous y rendre. Parfait. Merci Rebecca. Je tenais à dire, je vais essayer de mettre les plannings peut-être dans votre mail. Et puis si vous désirez venir nous rencontrer, vous pouvez aussi venir de la même manière que notre public, directement sur le bus. Et je pense que ça facilitera aussi nos échanges et notre partenariat. Voilà. Alors je ne sais pas si ça pourrait être dans le mail, mais en tout cas on le mettra dans l'article qui reprendra le replay et tous les contenus qui sera disponible donc sur notre site viacompétences.fr. Merci. Merci Rebecca pour ce témoignage. Alors on va switcher de position entre Ludovic et Rebecca et on va passer donc au deuxième témoignage sur des saveurs et des ailes. Merci.
Eh ben merci Ludovic d'être également avec nous ce matin. On va rentrer directement dans le sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc le projet des saveurs et des ailes et nous parler un petit peu de son origine, voilà, comment il a germé pour en arriver à ce qu'il en est aujourd'hui. Ok, bonjour à tous. Alors pareil, merci Via Compétences, merci Monsieur Chauvet sur les éclairages très intéressants et très stimulants intellectuellement. Alors peut-être pour vous présenter des saveurs et des ailes, en fait on est une émanation de l'association Entrepreneurs du Monde. C'est une association qui en fait crée et incube des structures qui proposent des services à des populations défavorisées pour les accompagner à plus d'autonomie et plus de ressources. Entrepreneurs du Monde était essentiellement présent à l'international, en Afrique de l'Ouest et en Asie. Et en fait, l'idée en 2018, c'est face à une première vague migratoire, on s'est dit finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir aussi un programme en France ? Et donc c'est comme ça que l'idée a germé. Et donc un premier programme a été inventé et ce qui a abouti à la création de l'association des saveurs et des ailes qui aujourd'hui est, je dirais, qui porte le programme. Le principe de départ, finalement c'est quand même un peu une étude de marché, mais je vais rejoindre le constat, c'est juste de dire que c'est juste de dire aujourd'hui, donc Entrepreneurs du Monde accompagne des personnes par la création d'entreprises à devenir autonomes. Donc l'idée c'est le même. Et en fait ce qu'on a pu identifier quand on a été questionné du coup les usagers, c'était de dire finalement les structures qui existent, elles ont des process un peu standardisés, principalement individualisés, avec pas ou peu d'expérientiel. Et donc on s'est dit finalement il manque quelque chose, surtout compte tenu du public qu'on a envie de cibler, à savoir ce public faiblement diplômé, éloigné de l'emploi, et pour qui on s'est dit finalement aujourd'hui il y a rien qui réponde à ce besoin-là. Et donc c'est comme ça que du coup l'idée a germé, de créer finalement des saveurs et des ailes avec la volonté de favoriser l'insertion professionnelle de ce public-là, et donc éloigné de l'emploi, par l'expérience entrepreneuriale, spécifiquement en restauration. Alors au début on était généraliste, et en fait on s'est dit finalement on a une certaine maîtrise des métiers de la restauration, donc on va plutôt partir là-dessus, sachant que c'est un secteur avec peu de barrières à l'entrée, donc un peu n'importe qui peut se lancer là-dedans. Donc pour nous c'était intéressant de pouvoir capter un public suffisamment large en fait pour pouvoir tester notre concept. Voilà, donc pour favoriser cette insertion professionnelle, on a fait le choix de travailler sur 3 types de compétences. Des compétences plutôt douces, donc savoir interagir en groupe, utiliser des outils numériques, apprendre à s'organiser et à agir, aussi apprendre à se connaître. Ensuite, on travaille sur le deuxième axe qui sont les compétences entrepreneuriales. Donc là, on est plutôt sur apprendre à construire un projet, apprendre à construire et conduire un projet, apprendre à construire une décision, parce que du coup, avant de pouvoir prendre une décision, il faut aller collecter de l'info, il faut l'analyser, donc il faut savoir où aller la chercher, ensuite il faut l'analyser pour ensuite pouvoir prendre une décision éclairée. Donc c'est un peu ce qu'on évoquait, un des enjeux est là. Sur les compétences entrepreneuriales, il y a aussi la capacité la compétence à gérer des ressources et puis à animer des réseaux de partenaires. Donc ça, c'était le deuxième axe de compétences qu'on travaille. Et le troisième, c'est vraiment sur la compétence métier, où là, on les amène à travailler sur les compétences du chef de cuisine, parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas commis de cuisine, on est chef de cuisine, ça veut dire qu'on organise sa production, on planifie sa production. Et donc, on est amené finalement à avoir plus de responsabilités qu'un simple commis de cuisine. Donc, on les aide à travailler là-dessus. Et bien évidemment, la question du respect des règles, des bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité alimentaire. Donc, on se dit, voilà, l'insertion professionnelle, on peut la travailler si on travaille ces 3 types de compétences. On s'adresse à qui ? Aujourd'hui, avec le recul qu'on a, sur la partie vraiment restauration, parce que de 2018 à 2020, on était plutôt sur du généraliste. Depuis 2020, avec cette belle période de Covid qui a un peu quand même rendu difficile certaines choses, le recul qu'on a, c'est de dire aujourd'hui, depuis 2020, on a 60% de femmes, 40% d'hommes, l'âge moyen c'est 42 ans. Sachant qu'on a un écart type assez large, puisque le plus jeune a 19 et la
la personne la plus âgée en 2022 et avait 56 ans. Voilà, et en termes d'accès aux ressources, on a 45 personnes en fait qui sont bénéficiaires des minima sociaux. Donc notre public, c'est donc on cible la métropole lyonnaise. Pour des personnes donc, ayant un projet en restauration, alors plus ou moins avancé, aussi bien en food truck qu'en restaurant, que pour ouvrir un coffee shop, enfin tout type de restauration. La particularité, donc, c'est que 80% de notre public est en situation de vulnérabilité, donc bénéficiaire de minima sociaux, avec une RQTH, réfugiés ou en parcours d'insertion, enfin voilà. Quand même le profil, c'est de niveau bac ou infra-bac majoritairement. Parce que l'idée, c'est vraiment de construire un dispositif pour ce public-là, qui soit plus adapté pour ce public-là, parce qu'aujourd'hui, il existe comme une constellation d'acteurs qui ont des solutions, mais pour des publics plutôt, je dirais, de bac plus 2 à bac plus 5. Donc, pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'on propose? En fait, on propose un parcours, je dirais un peu à tiroir. La première étape étant un parcours de formation de 10 semaines dans lequel on aborde les questions entrepreneuriales, on aborde les questions, on fait de la formation à la technique métier et on travaille sous format un peu projet tutoré, le projet de l'entrepreneur. Donc c'est un mix. La difficulté, ce que vous avez évoqué, Monsieur Chauvet, c'est que donc on doit avoir des dispositifs courts. Pour autant, on doit quand même arriver à faire passer un certain nombre de concepts ou de compétences. Donc c'est pas évident. Donc ça veut dire énormément prioriser ce qu'on veut faire passer. Et donc c'est un peu un casse-tête, c'est un vrai boulot, c'est un vrai challenge. Voilà. Donc nous, les modalités de cette formation, clairement, c'est d'avoir un peu de théorique, d'avoir beaucoup de mise en situation pratique. Et d'avoir, du coup, en plus de cette approche promo, qui est une approche collective dans laquelle on échange des idées et on se construit un réseau professionnel, c'est un suivi individualisé. Voilà, donc ça c'est le premier parcours. Une fois qu'ils ont fait leurs 10 semaines, certains vont se rendre compte que finalement ils ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Certains vont se rendre compte que ça les intéresse et qu'ils ont envie d'aller plus loin. Et du coup, on va les inviter à rejoindre notre couveuse pour tester leur activité. Donc ce que je n'ai pas dit sur la partie formation et technique métier, c'est qu'on a un laboratoire et un food truck dans lesquels les porteurs de projets se testent à produire une carte et à commercialiser. Alors en l'occurrence, c'est notre carte. Pendant la partie formation, quand ils rejoignent la couveuse, ils arrivent du coup avec plus d'éléments sur leur projet, entre autres des fiches techniques, des cartes, etc. Et du coup, pendant cette phase de couveuse, de nouveau, on leur met à disposition le laboratoire et le food truck pour aller à la rencontre des clients, mais avec leur carte, et en gros, ils testent leur projet. Sur les conditions un peu de succès du dispositif, c'est qu'en fait, on va chercher des clients auprès d'emplacements partenaires. En gros, on va voir des entreprises ou différents partenaires, on leur propose d'intervenir, de proposer un service de restauration dont vont bénéficier les porteurs de projets lors de leur phase de test. Donc en gros, on leur garantit un débouché commercial pour qu'ils puissent tester si oui ou non il y a de la demande ou pas, quoi. Voilà principalement. Ok, et donc l'expérimentation, comme pour le Pick-up Tour, est toujours en cours. Est-ce que vous pouvez donc nous parler du bilan que vous faites à ce jour de l'expérimentation, et puis après nous faire part aussi de votre stratégie de prescription, parce que vous avez vraiment toute une stratégie assez importante à ce niveau-là, et voilà, donc nous en faire part et puis nous parler de vos observations concernant cela. Merci. Alors le bilan, je dirais, il est assez modeste, surtout compte tenu de la période. En gros, depuis 2020, on a rencontré une centaine de personnes et orienté une centaine de personnes, parce qu'on fait un peu aussi ce travail pas de hub, mais de dire ok, vous nous sollicitez sur la création d'entreprise, mais vu qu'on est spécialisé en restauration et pour certains types de publics, on va les réorienter. Donc il y a ce travail de réseau partenarial, de savoir à qui on va adresser la bonne personne, mais il n'empêche que ça fait partie du boulot. Donc on a eu une vingtaine de personnes formées sur 3 promos, et en gros on a eu 30% d'immatriculation, dont 25% pour qui c'est une activité principale. Donc ça c'est plutôt intéressant, parce qu'on est à peu près sur les chiffres du secteur, sachant qu'on s'adresse à un public qui n'est pas un public type des entrepreneurs.
Aujourd'hui, ce qu'on constate, juste pour vous donner des éléments de développement, c'est que du coup entre janvier 2023 et juin 2023, on a de nouveau formé 20 personnes. Donc on est plutôt sur une logique de développement. L'an prochain, on va en former 60. Et l'idée, c'est de pouvoir en accompagner via la couveuse une dizaine par an. Donc aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a une demande au travers sur ce type de service, je dirais, avec un intérêt prégnant sur la question de l'expérimentation et pouvoir se dire ok, aujourd'hui je vais produire, alors je vais produire au début dans le cadre de la formation une composante de mon menu, mais après je vais tout produire et voilà, je pense que c'est assez valorisant. Voilà, aujourd'hui dans la promo on a 2 personnes d'origine éthiopienne, une personne afghane, 2 personnes d'origine française, voilà, on a de la mixité culturelle, c'est top et chacun amène évidemment sa contribution aussi dans les menus qui ont été réalisés là, sur les dernières semaines. Voilà en termes de bilan, donc clairement l'objectif nous c'est de développer l'activité, d'aller chercher encore plus de prestations, plus type traiteur, mais que derrière on redonne entre guillemets aux porteurs de projets pour qu'ils puissent s'expérimenter sur d'autres types de prestations et se rendre compte si finalement est-ce que c'est le traiteur, est-ce que c'est la vente un peu plus de restauration par nécessité, enfin de nécessité le midi, ou c'est de la vente plutôt restauration plaisir plutôt le soir, enfin voilà. Donc l'idée c'est de multiplier ces expériences-là pour se rendre compte déjà si finalement j'aime ça, et puis ensuite si du coup ça peut être viable. Je suis désolé, je suis bavard. Concernant la stratégie de prescription, donc je pense que, enfin voilà, comme la majorité des acteurs, l'enjeu, c'est quand même le modèle économique. Si on n'a pas de public, on n'a pas de raison d'exister, et en plus, du coup, en général, on n'a pas de financement. La question du financement, je me permets, donc en fait c'est une prise en charge qui est totalement gratuite, ça veut dire qu'on va chercher du financement public mais aussi privé, pour permettre à ce public-là qui n'a pas accès à ces sources de financement finalement d'avoir accès à cette expérience entrepreneuriale. Voilà, donc sur la stratégie de prescription, je dirais on est omnicanal parce qu'on fait à la fois de la prescription physique, donc en direct sur des événements, mais on a aussi du digital. On essaye d'aller à la rencontre de notre public via le digital, sites et réseaux sociaux, mais on se rend compte quand même que le public adulte n'est pas si connecté que ça, et ça on revient sur notre problématique de fracture numérique. Elle est processée, cette stratégie de prescription, elle est quand même processée et outillée dans la mesure où on essaye vraiment de flécher chaque étape. En fonction de chaque étape, qu'est-ce qu'on se donne comme outil. L'enjeu étant de faire ce qu'on appelle dans une stratégie commerciale, c'est un tunnel de conversion. On a identifié un intérêt pour notre dispositif, on a identifié un intérêt de la personne pour notre dispositif. Donc comment est-ce qu'on va l'amener au travers d'un certain nombre d'étapes à la faire adhérer et à venir vivre cette expérience, cette formation de 10 semaines, et ensuite pourquoi pas la couveuse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a identifié 3 points de contact entre le moment où on fait l'appel à candidature et le moment où on va rencontrer la personne. Ça veut dire qu'on constitue des bases de données parce que la personne qui a un intérêt à un moment donné sur l'année, en juin 2022, potentiellement ne va finalement pas être disponible, mais par contre elle va l'être en juin 2023 parce qu'elle va être dans un contexte qui est plus favorable. Donc on se constitue ces bases de données et clairement on a on suit des taux de conversion. Aujourd'hui, clairement, on travaille du coup pour tout ce qui est sur le physique avec un réseau important d'acteurs comme Pôle emploi, les acteurs de l'insertion, de la création d'entreprises qui relayent du coup l'appel à candidature. J'accélère un peu. Juste, je vous donne un exemple. Donc typiquement, en gros, notre stratégie de prescription, elle est à la fois en direct quand on passe par des partenaires, indirect quand on passe par des partenaires, type Pôle emploi ou autre, et direct quand c'est nous qui sommes à l'origine des actions. Donc c'est ce que c'est le inbound et l'outbound marketing. Donc on voit à peu près là que quand on a fait l'appel à candidature, on a à peu près 800 personnes qui ont été destinataires de cet appel à candidature. On n'en a que 48 qui sont inscrits à l'information collective, donc ça veut dire qu'on a 6% en termes de taux de conversion, ce qui n'est pas terrible. Ensuite, une fois que du coup elle s'est inscrite à l'Infoco, on voit qu'il n'y en a que 28 qui viennent, donc on est à peu près à 50%. Donc quand on discute avec le Pôle emploi, c'est à peu près les taux, sauf que du coup ça veut dire qu'on a quand même perdu 50 personnes qui à un moment donné avaient émis un intérêt pour le dispositif, donc ça c'est un peu dommage. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Et puis ensuite, du coup, une fois qu'ils sont venus à l'Infoco, on voit qu'ils viennent au jury. Et une fois qu'ils viennent au jury, en général, du coup, ils viennent ils sont sélectionnés et du coup ils intègrent
intègre le parcours. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de travailler un peu toutes ces différentes étapes, donc je vais revenir là. Donc en gros, quand on enregistre la demande, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'essayer d'automatiser, parce que c'est très chronophage, donc d'automatiser au maximum tous ces processus. Donc c'est de dire, ok, il a rempli le formulaire internet, donc derrière, qu'est-ce qu'on lui envoie? Un mail avec un peu de contenu qui va lui donner envie de continuer en se disant, ah ouais, tiens, ce qu'il me dit, ça me parle, et du coup j'ai envie d'en savoir plus. Et puis on va lui mettre une pièce jointe pour lui faire un peu mieux comprendre le dispositif en l'invitant à l'infoco. Là on a imaginé une nouvelle étape qui est de dire ok, donnez-nous un créneau pour qu'on ait un rendez-vous téléphonique de 15 minutes, déjà pour identifier les critères d'éligibilité, et puis pareil pour commencer à créer un lien qui devrait les rassurer pour leur permettre de venir plus facilement en infoco. Et donc ça devrait nous permettre d'améliorer ce premier taux de conversion. Voilà, donc en fait, l'idée c'est de processer en fonction de chaque étape, de suivre ces indicateurs. Donc on est vraiment sur de la gestion de projet, voilà, avec les outils qui vont en face de chaque étape. Et l'enjeu c'est d'arriver à avoir plus de candidats qui poussent les portes de la réunion d'information collective pour leur dire ça existe. C'est peut-être pas le bon moment, mais c'est pas grave, mais en tout cas ça existe. Et potentiellement c'est pour vous. Merci. Non, c'était vraiment très riche comme témoignage. Je pense que André va avoir beaucoup de choses à nous dire. Alors juste avant de vous donner la parole, je voulais simplement rappeler, n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. On va avoir quelques minutes après pour y répondre. Donc André, que vous a inspiré le témoignage de Ludovic? Alors, merci beaucoup, c'est bien sûr très intéressant, je pense que tout le monde convient. Alors il y a plusieurs sujets d'intérêt en fait sur lesquels je remets la focale parce qu'on ne peut pas tout évoquer. Il me semble qu'il y a déjà les caractéristiques du public en tant que tel. C'est-à-dire déjà se préoccuper de ce public-là, c'est déjà s'intéresser au fait qu'il y a des publics pour lesquels il n'y a pas d'offre accessible. Ça me paraît déjà un sujet en tant que tel. Le deuxième chose, c'est que quand on regarde aujourd'hui la manière dont les individus pensent le futur, pensent l'avenir, la question de l'entrepreneuriat, la question de l'entreprise paraît assez synonyme de maître du sien. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la singularisation dans le processus d'entrepreneuriat qui est mobilisateur en tant que tel, en tant qu'objet déjà. Si on pouvait faire les statistiques sur juste au niveau national sur les CEP actifs occupés, le nombre de gens qui envisagent de démissionner pour créer leur entreprise, ça montre que quelque part le rapport au travail s'est un peu modifié et que d'une certaine façon, mettre du sien quelque part et pouvoir créer sa carte, et du coup encore une fois la nourriture est métaphoriquement un magnifique exemple, c'est-à-dire je produis la carte qui m'est imposée et puis après je fais la mienne, quoi. Et il me semble que cette progressivité dans le processus est très habile et très intéressante du côté des personnes. Le troisième élément, je dis, j'en pense une force ouverte, mais c'est la place de l'expérience quand même. C'est-à-dire, c'est essayer de trouver dans un parcours quelque chose qui essaye de rendre compatible la nécessité, normes sanitaires, enfin il y a des minima quand même pour produire de la nourriture aujourd'hui, mais en même temps n'en faisons pas un passage obligé à tout prix, puisqu'il y a tout le temps une espèce de conciliation en fait entre l'expérience, le cadre et puis la constitution d'une espèce de solidarité collective qui est aussi retisser du lien, refaire communauté, qui me semble dans ce projet-là extrêmement intéressant pour avoir travaillé sur des projets un peu mixité sociale. C'est quand même un élément central d'ailleurs qu'on a du mal à valoriser avant et qui du coup a un vrai enjeu de performance en fait. La plupart du temps les gens retisser du lien, se remettre à contribuer, se sentir appartenir à une petite communauté même de manière brève, ça me paraît un vrai enjeu et du coup je ne sais pas, est-ce que vous avez des ambassadeurs qui sont vos anciens bénéficiaires qui prospectent aussi, parce que nous, ça nous a beaucoup frappé dans beaucoup de dispositifs, c'est que les gens qui en parlaient le mieux, c'est ceux qui en avaient bénéficié, évidemment, mais que ce qu'ils mettaient en avant, ce n'est pas forcément ce que nous, on aurait mis en avant. Il y a des gens qui sont vraiment sortis de l'isolement, sortis de l'impuissance à agir, et qui ont retrouvé finalement des liens, et qui se sont mis à contribuer quelque part au bien commun.
Ça, je trouve vraiment ça hyper intéressant et voilà, ça me donne plein d'idées de comment changer le tunnel de conversion et comment communiquer en fait sur peut-être d'autres leviers et peut-être d'autres modalités. Vous ne m'avez pas attendu, je suppose que vous l'avez déjà fait, mais bon. Du coup, c'est vraiment très intéressant. Il y a un autre élément, alors là, qui est plutôt du process pédagogique, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai dit, c'est-à-dire le niveau d'engagement est progressif. Alors ça, s'il y a quelque chose qui est fascinant aujourd'hui, c'est si tu as le droit de sortir au bout des 10 semaines, c'est juste, ça augmente la probabilité que les gens le fassent. D'ailleurs, vous n'en perdez pas beaucoup entre le début et la fin. En fait, on en perd entre l'information et puis ce qu'on perd entre les gens qui s'inscrivent et les gens qui viennent. Je pense que c'est le même chiffre que ce qu'on a aujourd'hui sur via compétences, sur le nombre de gens qui sont inscrits, qui ne sont pas venus. Donc ça, c'est pas nouveau, et on a très peu de pouvoir par rapport à ça. Donc cette progressivité d'engagement me paraît extrêmement précieuse, c'est-à-dire globalement, et avec l'idée, alors que j'aime beaucoup l'idée de la couveuse, c'est-à-dire que couver, c'est aussi intermédier, c'est soutenir, c'est accompagner, c'est etc. Même la symbolique de la couveuse est très intéressante, c'est-à-dire que je sais que je ne suis pas seul, quoi. Et il y a cette forme de progressivité de l'accompagnement avec finalement une progressivité de l'autonomisation, mais avec un soutien, et avec une réversibilité possible. C'est quasiment le modèle d'engagement dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire les gens veulent bien s'engager, mais il faut qu'ils voient en même temps, quoi. Oui, je trouve ça vraiment intéressant et peut-être qu'on peut vraiment modéliser ce processus-là en disant peut-être qu'il a des vertus d'engagement du public en tant que tel, en tant que process, et qu'il est peut-être transposable. Alors vous allez vous faire piquer vos idées, mais il est peut-être transposable sur d'autres champs. Sachant que la nourriture, l'itinéraire, c'est déjà un bel objet métaphorique par rapport à l'engagement des personnes, parce que du coup faire une carte, c'est faire sa carte. Et là, il y a, alors, notamment avec les gens qui viennent d'autres pays, il y a quelque chose de très précieux dans plein de projets européens. La nourriture a été un objet central pour nous et partager des repas de sa propre culture, c'est quelque chose qui, en termes de mobilisation de pouvoir d'agir chez les gens, est remarquable. Voilà. Ça revalorise. Juste moi j'aime bien le côté entrepreneuriat, c'est hyper valorisant, c'est pas stigmatisant pour notre public, on leur dit pas vous venez bénéficier c'est vous avez un projet, on va vous aider à le mettre en place, donc voilà, on vous redonne de la capacité à agir. En plus de dire, c'est ce qu'on questionnait les publics en leur disant ça fait quoi, c'est plus facile pour draguer quand tu es entrepreneur, et en rigolant, mais c'est un peu ça en fait, ça donne de la confiance parce qu'on dit voilà, je crée mon entreprise et du coup c'est hyper valorisant, quoi. Donc on change vraiment de positionnement pour les usagers. Voilà, c'était une première chose que je voulais évoquer. La deuxième, c'est je voulais quand même rappeler que notre objectif, c'est de les emmener le plus loin possible dans leur création d'entreprise, donc de faire en sorte que ça marche. Mais si ça ne fonctionne pas, au moins on aura capitalisé sur cette expérience. Enfin, l'enjeu, c'est de capitaliser sur cette expérience en leur disant ok, tu as acquis un certain nombre de compétences qui vont être valorisables sur le marché du travail, et donc à profil égal, un employeur préférerait ça. Donc après, ça va questionner l'employabilité en ce moment, de demain, voilà. Donc et les compétences douces, cette capacité à agir, à s'organiser, à planifier, qui sont des compétences transférables et que de fait, qui sont des compétences, je pense, importantes. Mais voilà, et donc tous les ans, à partir, donc ça je dis pour les personnes qui écoutent, à partir du coup de septembre-octobre, on va relancer un appel à candidature, puisque les prochaines promotions, ce sera en 2024, janvier 2024, en gros avril 2024, et puis octobre 2024. Donc pareil, on mettra les coordonnées, les liens, tout ça dans l'article avec le replay. Et puis je vais juste poser une question, puisqu'on arrive sur la fin du temps imparti pour cette webconférence. Donc il y a Chantal qui nous demande si les process, stratégies, convocations ne sont pas contradictoires avec les espaces de négociation mentionnés plus tôt. Alors, comme ça, je vous dirais si, peut-être. Après, on teste un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, ça a plutôt tendance quand même à nous montrer que ça fonctionne. Je dirais que ça fonctionne, ça a produit des effets plutôt positifs. Finalement, c'est un peu des outils de marché, c'est ce qu'on évoquait avant. Aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, vous allez donner votre adresse mail et ensuite on va vous contacter par mail en vous disant tiens, va acheter ce shampoing, va acheter ce parfum. Et c'est ce fameux tunnel de conversion où à force de répéter la chose et à force d'aller titiller le besoin, finalement la personne se rend compte qu'elle en a besoin et du coup, au bout d'un moment, franchit le pas.
Donc oui, c'est standardisé. Aujourd'hui, je dirais, ça produit quand même des effets plutôt positifs. Et sachant qu'on introduit quand même de l'humain, parce que dès le début, on appelle quand même potentiellement 150 personnes au téléphone pour leur dire ok, t'as émis un intérêt pour ça, est-ce qu'on peut en discuter? Ce qui est quand même une démarche plutôt individualisée. Voilà. Parfait, merci. Alors merci Rebecca, merci Ludovic pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci. Merci André de nous avoir éclairé voilà, de votre regard d'expert. Je vais relaisser la parole à Véronique qui va venir faire la conclusion de cette conférence. Merci à tous et puis encore une fois n'hésitez pas à nous rejoindre sur la place, hein, donc la plateforme dédiée au plan d'investissement dans les compétences sur lesquelles vous allez pouvoir découvrir énormément de projets innovants voilà, qui ont été financés dans le cadre du PIC. Merci beaucoup. Merci. Eh bien merci, en tout cas, merci à André Chauvet, merci à Ludovic Picot, merci à Rebecca Eugène, merci Julie. J'espère que voilà, vous aurez pu trouver les liens entre ce que nous a dit André Chauvet en première partie et les expérimentations donc, qui ont été présentées. En tout cas, moi je trouve qu'on retrouve bien tous les liens, notamment sur le aller vers avec le bus, le pick-up tour, la diminution des contraintes qu'André Chauvet nous a expliqué que voilà, c'est vrai que les publics aujourd'hui attendent de moins en moins de contraintes, de plus en plus, qu'on respecte de plus en plus leurs ressources, qu'on s'appuie sur leur singularité. On retrouve bien aussi dans le projet des saveurs et des ailes le besoin de singularisation des publics, le besoin aussi d'entrepreneuriat, de s'appuyer vraiment sur ses ressources, ce qui fait aussi le lien avec ce que nous a dit André Chauvet en première partie. Voilà, donc j'espère que vous aurez des billes, en tout cas pour engager les publics, pour ouvrir, comme on l'a compris, des espaces de négociation, des espaces de dialogue, des espaces différents, plutôt des espaces informels, pour aller chercher les publics. Et puis évidemment, dans la mesure des contraintes aussi économiques qui restent quand même un point majeur, puisque aujourd'hui les organismes de formation naviguent de plus en plus dans un climat d'incertitude et ils ont aussi à faire face avec toutes ces contraintes qui s'ajoutent aussi aux contraintes des financeurs. Voilà, donc en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre intérêt. Peut-être vous dire en dernière partie aussi, faire le lien avec le site Via Compétences. Donc sur le site Via Compétences, vous trouverez toutes les sessions de professionnalisation dans lesquelles aussi s'inscrit cette webconférence. Donc le site, la partie professionnalisation donc, a fait peau neuve. Vous avez peut-être pu déjà vous en rendre compte, mais en tout cas, voilà, elle est toute nouvelle et attend que les utilisateurs qui voudront bien aller sur cet espace. Donc je ne vous promets pas un espace de dialogue, mais en tout cas, vous pourrez voilà, aussi consulter les sessions de professionnalisation et notamment peut-être qui peuvent vous intéresser, des sessions Mookie en lien avec ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, des sessions Mookie gratuites qui portent sur l'accompagnement à distance, une session aussi qui porte sur les neurosciences, donc qui peuvent faire le lien aussi avec ce qu'on s'est dit, et une session plutôt là pour le coup en présentiel en novembre à Lyon, prendre en compte la dimension psychosociale dans l'accompagnement, qui peut boucler la boucle. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc le timing est respecté. Et merci en tout cas à tous les intervenants d'avoir joué le jeu. Donc voilà, comme dans tout événement, vous pouvez l'évaluer avec les petites étoiles qui seront avec le questionnaire d'évaluation que vous trouverez à la fin de ce module. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée et puis rendez-vous sur nos sites.